Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dont Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à celle que les Sud-Africains surnomment mère de la nation. Il s'agit du parcours de Winnie Mandela. Dans le livre qui lui consacre, Winnie Mandela, entre mythe et réalité, Benouda Lebday souligne que le parcours de cette personnalité historique fut exceptionnel car il relève des grands mythes sud-africains. Winnie Ndizikela Mandela est né dans un milieu forcément politisé, conscientisé, dans le village de Bizana, dans la région de Transkei. La date officielle de sa naissance est le 26 septembre 1934. Mais des doutes subsistent, selon le Dey, quant à l'exactitude des faits, car il est dit dans la famille Madike Zela que son père lui avait ajouté 2 ans afin qu'elle puisse bénéficier d'une bourse pour aller étudier à l'école d'infirmière de Johannesburg. Cette falsification n'a jamais été démentie ni par son père ni par Winnie elle-même, ce qui signifie qu'elle est née en fait le 26 septembre 1936. Winnie n'a jamais voulu commenter l'année de sa naissance, car pour elle, l'essentiel était ailleurs. Et nous allons justement, dans le cadre de cette émission, avec Mazhour Al-Hayani, bonjour, et Samuel Akizimana, bonjour, aborder l'essentiel, le parcours. Qu'est-ce qui a marqué donc le parcours de cette grande dame, Mazhour Al-Hayani? Alors, Winnie Madike Zela, ou bien connue Winnie Mandela, elle est née, comme vous avez dit, le 26 septembre 1936, dans un village près de Bizana, dans la province de Tsirki, en Afrique du Sud. C'est une femme qui a prouvé, en fait, comme vous avez dit, tout le monde l'appelle la mère de la nation. Après, elle était derrière le dos de son mari, et même si il était derrière les barreaux, mais elle était toujours au devant de la scène. Elle le disait toujours que à chaque fois qu'ils ont prisonnier Nelson, ils oubliaient que moi j'étais dehors. Donc même elle a subi presque le même tort. D'ailleurs, cette arrestation de Mandela a marqué le couple. Oui, elle a marqué le couple, et quelque part aussi c'est grâce à elle, c'est grâce à tout ce qu'elle a fait qu'on connaît Nelson Mandela, qui a pu réaliser aussi une part des choses qu'il a pu réaliser. Elle a étudié des sciences sociales. Elle était la première travailleuse noire à l'hôpital de Soweto. Oui. Et c'est là où elle a découvert des injustices. Elle a vu des enfants, des pères de famille qui étaient absents à cause du travail forcé dans les mines, les mères qui étaient fatiguées, des enfants aussi qui subissaient des injustices, les violences policières et les arrestations. C'est là où elle a découvert toutes les injustices que son peuple vivait réellement, et l'ampleur et la gravité de la situation. Et c'est là où elle s'est convertie, disons d'une façon à 100% à la politique. Et son travail, même quand elle a rencontré Nelson Mandela, leur couple était plus une union de politique, plus ils travaillaient ensemble, ils planifiaient ensemble et ils se soutenaient l'un l'autre. Et c'est une femme extraordinaire qui a donné beaucoup à son peuple jusqu'à sa mort. Donc au cours des années 50, le leader de l'ANC à l'époque, Nelson Mandela, et en juin 58, Winnie et Nelson se marient, oui. Ensemble, et s'installent à Soweto. Donc Soweto est le lieu de résidence, pour rappel, le lieu de résidence à l'époque de Nelson Mandela. Samuel. Oui. Là, c'était un nouveau départ dans sa vie. C'est un nouveau départ parce que
Vous savez, Winnie, on la connaît plus en tant que Winnie Mandela parce que, comme Ezora le disait, je peux dire, c'est l'incarnation même de la phrase qui dit derrière chaque homme, il y a une femme. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Derrière chaque grand homme, il y a une femme. Déjà, je me rappelle. Là, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Il y a une grande femme. Il y a une grande femme. Je me rappelle derrière cette phrase où elle disait. Ils pensent que parce qu'ils ont mis mon mari sur une île, il sera oublié. Ils ont tort. Puis, plus ils essaient de le réduire au silence, plus je parlerai fort. C'est-à-dire que ça montre l'impact où deux personnes, au-delà de leur amour, ils avaient une même vision qui était celui-là de voir les injustices commises par le système de l'apartheid qu'ils aimeraient voir changer. Parce qu'en regardant très bien, comme on peut le dire, si on regarde à travers son parcours, comme Mezo était en train d'expliquer, Winnie est une personne qui a bénéficié, on peut dire, des avantages un peu de l'époque, parce qu'en regardant, elle est la première femme à avoir intégré, elle a eu à bénéficier certains des privilèges. Mais à son grand regret, en regardant ce qui s'est passé dans la période apartheid, elle avait vu ce que le peuple était en train de subir. Et à travers ça, il y a eu cette rencontre parce qu'elle était déjà une militante, même avant de rencontrer Nelson Mandela, il faut le préciser. Elle était déjà une militante. Mais son côté militantisme a plus évolué quand elle a rencontré Nelson Mandela, parce qu'ils partageaient la même vision, etc. Et surtout, si on regardait une phrase que j'aime d'elle, où elle avait dit frappez la femme et vous frappez le roc. C'est-à-dire que c'était une femme très battante, qui savait déjà où elle voulait aller, et elle était prête à subir pour ça. C'est pour ça, si on regarde très bien, on va rencontrer que à travers son parcours, elle a été emprisonnée, elle a été empoisonnée, elle a été torturée, elle a tout subi. Elle a tout subi, mais pour la cause qu'elle partageait avec Nelson Mandela. Et elle a fait d'elle, Winnie Mandela a fait de Nelson Mandela cette figure politique qui était Nelson Mandela, parce qu'ils partageaient la même vision et ils allaient toujours au même endroit. Et une des phrases qui me touche à cœur, c'est on la qualifie aussi d'une part en disant c'est la femme du prisonnier politique le plus célèbre du monde. Exactement. Donc Mzola, son engagement, ses déclarations ont fait réagir le pouvoir à l'époque. Elle sera, comme l'a si bien dit Samuel, consignée à résidence pour une première fois à Brantford, dans l'État libre de l'Orange. Oui. Et puis, elle sera surveillée de très près par le gouvernement sud-africain de l'époque. Oui, en fait, Winnie, elle était arrêtée plusieurs fois, elle était torturée, elle était frappée, mais malgré tout cela, elle n'a pas baissé les bras. Elle était bannie à Brantford. C'était un village rural. Elle était privée de toute communication, mais malgré tout cela, elle a continué en fait à lutter, et elle a défié l'État sud-africain. Elle a défié le régime, et elle disait toujours que quoi que le régime de l'apartheid faisait, quoi qu'ils vont la frapper, l'arrêter, elle va pas, ça l'encourageait encore plus. Mais ça, elle considérait pas ça comme une barrière, ou comme, déjà, au moment où on a arrêté son mari, il y a beaucoup de femmes qui s'affaiblissent à ce moment-là et qui reculent pour protéger soi-disant leurs enfants, ou peu importe la raison. Mais elle, c'était le contraire. C'est elle où elle s'engage. Leurs deux filles dans un internat, et pour s'engager pleinement. Pleinement, oui. Et malgré qu'on l'a arrêtée, elle a continué sa lutte. Elle était emprisonnée pour 491 jours. Pratiquement une année. Un peu plus d'une année. Oui. Et ça l'a pas empêché de continuer après. Et même après qu'on a libéré Nelson, etc., c'était toujours une femme qui a continué. Il y a un moment quand même terrible dans sa vie, c'est lorsqu'on a décidé de brûler sa maison, donc en 1985, Samuel. Oui. Là, c'est vraiment, ça l'a vraiment marqué, bouleversé. Oui, parce que vous savez, on faisait tout pour la décourager, parce qu'on a vu que, au contraire, à travers chaque difficulté, elle revenait encore plus fort. Du coup, il fallait encore la toucher encore plus fort. D'où on a fait cet acte qui est ignoble de brûler sa maison. Mais je vais revenir à travers une de ces phrases mythiques après on a brûlé cette maison. Elle avait parlé d'une phrase et que j'avais bien aimée. Elle avait dit
ensemble, main dans la main, avec nos allumettes et nos colliers, nous libérerons ce pays. Au contraire, elle utilise ça comme une C'est un force. procédé. Oui. C'est un procédé de... Exactement. Donc, elle savait que pour atteindre cette libération, elle devait subir et elle était prête S'il à... faut incendier tout le pays, Exact. on l'incendie. Exactement. Et c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que, en regardant l'acte qui a été commis, on a brûlé sa maison, mais elle a répliqué d'une façon où ça a encore énervé les gens qui ont fait l'acte. Au contraire, ça a donné encore plus de motivation. C'est aussi une manière pour elle de faire corps avec tout le pays. C'est-à-dire sa maison, sur le plan symbolique, c'est l'Afrique du Sud hein, que Exactement. vous avez brûlé, non pas la maison de Mandela et de Winnie Mazola. Donc, d'où la force de cette femme. Oui, effectivement. En fait, elle disait toujours qu'elle n'était pas seule et qu'elle portait en elle la douleur de tout un peuple. Et ça, ça l'a marqué. C'est vrai, quand on a brûlé sa maison, ça l'a marqué. Et après, il y a toujours des personnes qui restent en disant que elle était un sujet surtout après, quand on l'a essayé de l'isoler de l'ANC à la fin, etc. Mais elle restera toujours le symbole de toute une nation. Elle restera toujours cette femme, la mère de la nation, qui a toujours été à côté du peuple, à côté des étudiants, à côté de toute personne dans les marches, dans tout ce que le peuple faisait contre le régime de l'apartheid. Elle les a soutenus et elle le restera. D'ailleurs, elle a continué même son engagement après, même qu'on a libéré son mari, jusqu'à sa mort. Oui. Et elle restait. Elle était égale à elle-même. Et puis sur certaines questions des relations entre entre Mandela et certains mouvements de libération, elle avait une avance sur Mandela. Samuel. Oui, elle avait une avance parce qu'on peut dire. Elle était d'une perspicacité extraordinaire. Elle était extraordinaire, en fait. Elle a été le tribune de Nelson Mandela parce que, en regardant toutes les années que Mandela a passé au niveau de la prison, c'était elle qui agissait sur le terrain. C'est-à-dire, c'est elle qui mobilisait. C'est-à-dire que c'était elle qui était sur le terrain pendant que Nelson Mandela était en prison. C'est-à-dire que c'est elle qui activait à travers le mouvement de l'ANC, etc. C'était la femme sur terrain. C'était la femme qui était respectée par tous les militants politiques à cette époque-là, parce que c'était une femme qui était déterminée, qui savait où elle allait, et elle avait cette détermination. Vous savez, moi, ce qui m'étonne à travers elle, c'est à travers ces déclarations qui sont encore très poussées, où elle dit par exemple, je ne suis pas désolé, je ne le ferai jamais, j'ai référé tout ce que j'ai fait, si je devais le faire, je le ferai tous. C'est-à-dire que elle savait ce qu'elle voulait, et elle avançait, et elle était prête à subir pour ça. Et elle avait une cause qu'elle tenait. C'est pour ça qu'on l'appelle la mère de la nation, parce que elle portait les douleurs et les souffrances de toute une génération. Et puis c'est une femme qui n'a jamais renoncé. Donc, oui, elle n'a jamais renoncé. D'ailleurs, il y a une phrase célèbre qu'elle disait toujours: vous pouvez me torturer, me bannir, m'humilier, mais vous ne pouvez pas tuer mon âme. Ça veut dire que le combat qu'elle portait, en fait, elle le portait en elle. C'est un combat qui était en elle. C'est un combat enraciné. Enraciné. Au fin fond d'elle-même. C'est un combat qu'elle a mené et elle le voulait, en fait. Elle le faisait pour le peuple et pour le bien de la nation. Et elle n'a jamais renoncé. Elle n'a jamais dit que là, je vais mettre ma vie ou la vie de ma famille en danger ou quoi que ce soit. Même son mari qui était loin d'elle, elle a continué à la lutte. Et d'ailleurs, elle a inspiré beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes la respectent, en fait, même pendant que il y a certains qui disaient qu'elle était sujet de controverse ou quoi. Ouais, mais écoutez, parce que c'est sa proximité avec les jeunes. Donc parce que après, avec la libération de Mandela, elle entame un autre travail, donc la conscientisation de la jeunesse, parce que à travers le football, à travers un club, donc c'était un moyen pour elle de se rapprocher davantage de la jeunesse. Oui, le club de football, je peux même le prononcer, c'est Mandela United Football Club. C'est-à-dire que oui, elle était proche de la population et surtout de la jeunesse, parce que elle savait ce que la jeunesse subissait. Et elle voulait toujours, c'est pour ça qu'on l'appelle mère de la nation, elle était proche de la jeunesse. Et elle savait que l'avenir, c'est la jeunesse. Et pour elle, il y a une chose qui est très importante, comme elle disait toujours, il n'y a plus rien que je ne puisse craindre. Il n'y a rien que le gouvernement ne m'ait pas fait. Il n'y a aucune douleur que je n'ai pas connue. C'est-à-dire que du fait qu'elle a connu, elle voulait partager toujours avec la jeunesse. Et surtout à travers ces mouvements, c'était aussi pour relever cette jeunesse. Si on regarde surtout la situation au niveau de l'Afrique du Sud, où il y a
il y a une différence de classe sociale, etc. Du coup, elle voulait être près de ces peuples-là qui les ont soutenus, qui ont été opprimés pendant des années. Opprimés pendant des années et qui étaient dans des situations un peu précaires. Donc, elle voulait être là et les soutenir pour les relever à travers les différents avancements. C'est pour ça, si on regarde, elle a été ministre de la Culture. Pourquoi? Il y a une chose très importante. Donc, elle a voulu plus se rapprocher de la population, être cette mère pour avancer avec eux. C'est parce qu'elle savait déjà ce qu'ils ont subi. Et justement, pour elle, la culture, c'est pas simplement la chanson, le film, le cinéma, etc., mais c'est aussi la solidarité une africaine, réinventer donc les rapports sociaux et les rapports de société dont une Afrique du Sud enfin libérée, Mzola. Oui, effectivement, déjà, ça fait partie de ses études et c'est son travail premier autant que travailleuse sociale. Et c'est pour ça qu'elle avait ce don aussi d'être proche des gens, un peu plus de certaines personnes, de beaucoup de personnes dans son entourage. C'était une femme, c'est une mère et c'est aussi une combattante. Elle a accompagné pas mal de personnes, elle a aidé pas mal de personnes, même dans dans leurs questions familiales ou quoi. On disait qu'elle était toujours, surtout les jeunes qui l'accompagnaient, surtout ses gardes-corps. On disait que ce club de football quelque part il était toujours avec elle comme garde-corps aussi. Mais il l'accompagnait un peu partout. Une sorte d'entreprise emblématique. C'est-à-dire c'est un club qui portait des valeurs plutôt que c'est pas simplement un club de football. De football, oui. Et surtout elle avait cette tendresse de mère envers chacun des gens avec lesquels elle travaillait, avec lesquels elle menait ses luttes. Et d'ailleurs, on dit toujours que c'est pas pour rien qu'on dit c'est la mère de la nation. C'est parce que c'est à travers ce don et ce courage qu'elle avait en fait d'accompagner même des gens qui étaient en danger, près d'être détenus ou tués. Elle était toujours près d'elle, donc elle était en fait une femme de terrain. Donc elle se cachait pas ou quoi, mais elle était au devant de la scène. Elle était toujours sur le terrain et ça tout le monde le reconnaît. Et c'est pour ça, à travers ça, moi, j'aimais dire ces petits discours qu'elle avait prononcés, qui est très, très important, où elle avait dit si vous devez vous libérer, vous devez briser vous-même les chaînes de l'oppression. Ce n'est qu'alors que nous pourrons exprimer notre dignité. Ce n'est que lorsque nous serons libérés que nous pourrons coopérer avec d'autres groupes. Toute acceptation de l'humiliation, de l'indignité ou de l'insulte est une acceptation de l'infériorité. Elle savait ce que ce peuple avait subi. Et c'est pour ça qu'elle devait être près d'eux, et surtout sur le côté culturel, parce qu'elle savait que l'identité culturelle est la chose la plus importante. D'où elle s'est rapprochée toujours de la population, d'où elle était toujours, surtout si on regarde dans son parcours, elle a même préféré habiter dans des régions comme Soweto, qui était considéré comme très dangereux, Johannesburg, Soweto, etc. Parce qu'elle voulait toujours être près à travers cette population, et elle aimait être auprès d'eux. Et elle voulait les inculquer cette identité qui leur appartenait pour leur montrer qu'ils pouvaient aller très loin. Voilà une femme qui s'est consacrée pour la liberté des Africains du Sud et qui va mourir le lundi 2 avril 2018. Et là, cette femme qui a été attaquée pendant les années 90, toute la classe politique sud-africaine va attester à l'unanimité qu'elle restera une figure féminine emblématique de l'histoire de l'Afrique du Sud. Voilà, une femme qui, même après sa mort, elle a gagné le dernier bras de fer, elle l'a gagné cette femme. Oui, effectivement. Oui. En fait, elle était connue de gagner, comme vous avez dit, et c'était une combattante. Souvent, c'est ce qu'elle a fait, c'est des récits masculins beaucoup plus que féminins. Donc, on reconnaît qu'elle avait ce courage d'être une femme et de faire tout ce qu'elle a fait. Et sa vie, elle était marquée par l'exil, elle était marquée par la prison. La détention de son mari. Oui, la surveillance, qui a pesé sur son parcours. Surtout, ça, on l'a empêché de son mari, qui l'aidait beaucoup. La privatisation de beaucoup de choses, de sa liberté. Mais malgré tout ça, elle a porté sur ses épaules cette douleur de la nation, de toute la nation sud-africaine, sans jamais reculer même un petit peu en arrière. Et c'est une femme, disons, en fer. C'est pour ça la mère de tout le monde, la mère de la nation.
Winnie Mandela, elle restera toujours une femme et un exemple de la lutte sud-africaine contre l'apartheid. Je dirais derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et Winnie Mandela l'a prouvé, parce que même si on la connaît à travers Winnie Mandela, mais on sait très bien que c'était le bras droit de Nelson Mandela et il l'a tenu. Il faut regarder pendant la période où Nelson Mandela, où les gens fouillaient Nelson Mandela, parce que c'était terrible, mais elle a été là. Elle a été ce pilier qui a permis à ce que Nelson Mandela puisse tenir à travers la prison. Et quand il est sorti en Europe, parce qu'il y avait derrière Nelson Mandela une grande femme, Winnie Mandela, qui a réussi à garder et qui a réussi à combattre et gagner la bataille avec Nelson Mandela. Ils ont réalisé l'impossible en quelque sorte. Merci Samuel, merci Mzhora d'avoir évoqué avec nous quelques aspects du parcours de cette grande dame sud-africaine qui est Winnie Mandela. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine.